je cherchais un endroit proche du Palais Royal, pas sur les jardins, et certainement pas dans le triangle d'or de la rue Marbeuf, etc. C'était un vieux rêve de trouver un vieux passage parisien. Donc j'ai cherché pendant 5 ans cet endroit. D'abord, j'avais établi mon premier atelier dans le 15e. Dès que j'ai quitté mon père, hein, en fait, après avoir bossé pendant 15 ans auprès de lui, j'ai établi mon premier atelier dans le 15e, le temps de trouver l'espace qui serait l'espace complètement adéquat pour nous. Et là, je suis très content d'être ici. En fait, on est un peu dans le cœur culturel parisien et en même temps dans le cœur de la mode. Donc on peut passer d'une pièce d'antiquité en restauration à une création pour des jeunes stylistes ou des gens de la mode assez facilement ici. C'est le cœur de Paris. J'adore cet endroit et j'ai cherché pendant 5 ans. Alors écoutez, c'est quelque chose à vérifier, mais une cliente a fait des recherches. Il paraîtrait que la famille Cartier a commencé dans ce passage. Mais je pense qu'il faut continuer les recherches. Elle m'a apporté un très vieux document parlant du passage des deux pavillons et le grand-père Cartier, enfin il y a quelques générations, qui aurait installé son premier atelier pour la clientèle. Donc c'est-à-dire c'est un peu la même histoire que nous. Cartier existait déjà, mais à l'état d'atelier. Et il avait créé une première petite boutique atelier ici pour se rapprocher du public. Et c'est à vérifier. C'est à vérifier. Maintenant, l'histoire, c'était une très vieille boutique de presse ici. On a tout refait. J'aime le fait d'avoir 3 étages différents, pouvoir passer à 3 ambiances différentes. L'ambiance d'atelier, l'ambiance showroom, très éclairée en haut, enfin le studio de création et le showroom au rez-de-chaussée, et pouvoir séparer les clients, c'est-à-dire travailler sur 3 clients à la fois dans 3 espaces confinés. Oui, tout à fait. Ben là, par exemple, où on est là maintenant, tout de suite, oui, c'est exactement ça, finalement. Hein. On travaille à la cheville chez nous. Une cheville, c'est ça. Donc on s'appuie toujours sur la cheville. Oui, ici, particulièrement. Le showroom, évidemment, non. Le studio de création, en haut, évidemment, non. Mais là, dans cet espace-là, vous êtes exactement dans l'ambiance de l'atelier de mon père. Oui, bien sûr. En fait, on est dans la grande tradition de la commande spéciale. On va pouvoir parler un petit peu de la commande spéciale. La commande spéciale, c'est dessiné à partir d'un visage. C'est-à-dire qu'on part de rien, presque rien, parce que le client a besoin d'essayer des formes, de faire un statement sur son visage. Mais là, on va dessiner les courbes à partir même de son visage, c'est-à-dire qu'on va se servir des angles de son nez. S'il a une petite poche, une petite ride sous l'œil, on va venir accompagner cette ride en posant le cercle du bas de notre lunette juste sur la ride. La ligne de sourcil est évidemment hyper importante, il faut chausser la ligne de sourcil parfaitement. Et bien souvent, la lunette est déjà presque dessinée sur le visage d'un client. Si on suit les traits naturels de son visage, puisque notre idée, c'est pas de le customiser, c'est pas... notre idée, c'est de s'oublier complètement derrière la personnalité du client. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la lunette prenne le dessus sur lui, il faut qu'il reste le même. Je vous remercie de rétablir la précision et la vérité là-dessus. Évidemment, aujourd'hui, directeur artistique, c'est un terme très en vogue. Dans un restaurant branché, vous parlez de directeur artistique. Qui est directeur artistique? On a 10 mains qui se lèvent, c'est un petit peu un terme fourre-tout. Mais je travaille pour assez de très grands directeurs artistiques pour bien sûr, aujourd'hui, vous dire la vérité. Quand on a fait le site internet, il est apparu que ma fonction ressemblait à celle d'un DA. Je ne suis évidemment pas un DA. Je suis passionné de lunettes, j'ai toujours passé ma vie dans les ateliers à dessiner des modèles, etc. Donc aujourd'hui, tout ce qui touche au style de notre maison passe par moi, c'est-à-dire qu'on a un rapport très délicat avec la mode. On travaille quand même avec la mode, mais on a un rapport délicat avec la mode, puisque la mode est faite pour être démodée dans 6 mois, 1 an, alors que nous, on fait des pièces justes qui durent. Donc on a un rapport délicat avec la mode, mais on essaie d'être dans la justesse d'un visage, et donc sur des modèles indémodables, tellement ils sont justes. Alors, et puis, évidemment, on est davantage, donc on travaille davantage dans le style que dans la mode. Oui, d'abord au porté. Au porté, c'est de la kératine à 100%, le même matériau que vos cheveux et vos ongles, donc on n'a pas plus intime sur la peau.
Ça prend la température du corps illico, hein, c'est-à-dire que vous montez en température, elle monte en température. Les clients en parlent encore mieux que moi, ils en sont complètement amoureux, ils la sentent bouger sur eux l'été, l'hiver, pendant les chocs thermiques, etc. C'est très fidèle dans les réglages, ça ne glisse jamais, ça ne bouge jamais. Un client à écaille qui est équipé chez nous depuis 15-20 ans, il passe pour un changement de verre, on lui dit est-ce qu'il faut qu'on réajuste, qu'on fasse quelque chose, il dit non, surtout, ne touchez à rien. C'est une seconde peau pour moi, une excroissance de mon visage, enfin tout ce que vous pouvez imaginer une telle matière. Vous portez en fait l'ongle de la tortue, hein, c'est exactement le même matériau, donc hyper intime, pas de rougeur, pas de sudation, la lunette ne glisse pas, évidemment ultra léger, toujours fait en sur-mesure, donc hyper confortable. Ça c'est pour le porter. Maintenant pour le travail, c'est la même noblesse, ça vous rappelle à vos propres odeurs. Si on passe ses poils un peu trop près d'une flamme, on a une certaine odeur. L'écaille, c'est exactement la même odeur, donc une odeur presque humaine, noble. Et puis ça rend la vibration, ça s'affûte presque comme une pierre. Les matériaux type acétate sont des matériaux plus mous. Donc on peut s'appliquer à fabriquer des biseaux, des facettes pour prendre la lumière, puisque la lumière joue toujours un rôle essentiel sur un objet, tel qu'il soit. C'est toujours la lumière qui le fait sortir. Et donc, sur l'écaille, c'est hyper facile de dompter la lumière. On sait où elle va se poser sur un biseau et on sait où la lumière va la traverser pour rendre compte de la profondeur de la matière. Donc, l'écaille, c'est un régal, c'est un vrai cadeau. Nos jeunes apprentis touchent d'abord de l'acétate, ensuite de la corne, et quand on leur met pour la première fois une écaille dans la main, c'est le bonheur. Écoutez, on en a bien peur. Mon grand-père s'était battu, mon père s'est battu toute sa vie et nous, on va continuer. En fait, pour être clair, on est tous écolos. Moi, je roule en vélo. Il faudrait être fou pour ne pas être écolo aujourd'hui, quoi, qui ne l'est pas. Et puis, après tout, on vit dans une époque où qu'est-ce qu'il ne faudrait pas protéger? Absolument tout. En fait, mon père est maître d'art, il est protégé par le ministère de la Culture, pendant que le ministère de l'Environnement protège les tortues. Nous, on est protégés parce qu'on est les derniers à maîtriser ces gestes-là, et puis à intervenir sur des objets du passé, des antiquités, des œuvres d'art, des musées. Alors, on arrive à une période charnière où il faut tout protéger. Et les tortues, on est bien content qu'elles soient protégées. Il y a eu bien trop d'abus. Ce sont des esthètes, des amoureux des matières. En fait, un client écaille, on ne pousse jamais un client sur l'écaille. Pour la raison qu'on vient d'évoquer, c'est qu'il n'y en a pas assez et on ne sait pas si ça durera assez longtemps. Donc on ne pousse jamais un client à l'écaille. Le client qui pousse cette porte et qui veut de l'écaille, c'est un amoureux des matières et vous le voyez tout de suite. On peut lui proposer 10 ou 12 pièces et tout de suite, il va se diriger sur l'écaille, sa sensualité, il va la caresser. C'est très sensuel l'écaille. Finalement, en ivoire, on a fait beaucoup d'objets sculptés, d'ornements, etc. Mais l'écaille, si vous regardez bien, on a fait des peignes d'ornements, on a fait des tabatières, on a fait des choses qu'on porte sur soi et qu'on touche. C'est hyper sensuel. Donc la lunette, avant d'être un matériau, une lunette en écaille, c'est pas un objet de luxe comme on peut l'imaginer. C'est d'abord, avant tout, le plus approprié, le plus intime à porter sur la peau. C'est d'abord, avant tout, un objet d'une énorme qualité. Et on n'a pas connu d'autres matériaux qui ont les mêmes qualités que l'écaille. Alors évidemment, le savoir-faire de notre maison, ce n'est pas simplement le métier d'écailliste et savoir travailler cette matière, c'est aussi un savoir-faire de lunetier main, où on va être capable d'affûter des biseaux sur une pièce pour lui donner une dimension architecturale. Et il s'avère que même si on s'adresse à une matière plus facile, plus accessible, du type acétate ou corne de buffle, on peut donner, par ce respect, par ce travail à la main, une dimension architecturale à une lunette qui pourrait être plate. L'industrie travaille les lunettes par milliers. C'est-à-dire que quand elle façonne un biseau, ensuite la lunette est mise dans des tonneaux qui tournent avec des petites billes d'argile pour polir les lunettes par milliers ensemble. Ça ne sert absolument à rien de s'appliquer à coucher des biseaux et des facettes, puisque de toute manière, ce système de polissage industriel a exactement le même rôle que la mer sur un galet. Elle va tout arrondir. Donc toutes les facettes qu'on aura fait à la main, ça ne servira plus à rien, tout sera arrondi. C'est pour ça que l'industrie découpe et puis balance dans des tonneaux à polir et ça polit. Et ça fait un objet complètement rond qui ne prend pas la lumière. Ça ne prend pas la lumière. Je peux vous montrer n'importe quelle plus belle lunette faite en acétate. On va citer Tom Ford parce que c'est excellent, sa collection est magnifique et il s'adresse à très bons lunetiers italiens. Eh bien, ça ne marche pas à la lumière. Tandis que nos pièces sont complètement affûtées, biseautées, polies à la main, biseau par biseau, et on est aussi gardien de ce savoir-faire-là, finalement. Alors, si un jour il n'y a plus d'écailles, on sera au moins les gardiens du savoir-faire de lunetier manuel.
Si on devait avoir un projet de développement, puisque c'est le cas, c'est l'idée, à Tokyo, aux États-Unis, etc., peut-être qu'on devra le faire, s'adosser à un groupe. Mais très franchement, on ne voudrait pas que notre maison perde son âme, et il y a peut-être une famille. Oui, alors mon père, je vais parler de mon père, parce qu'il le mérite. Mon grand-père faisait des lunettes à la main, sur mesure, il en était très fier. Il avait lui-même rétrogradé au moment où tout le monde passait à l'industrie, avec des machines, etc. Il avait complètement reculé, il avait dit non, je veux me spécialiser dans la monture en écaille faite 100% à la main. Mon père a tout naturellement fait le même métier que son père, et lui, ce savoir-faire, il l'a érigé en un art. Il est devenu d'ailleurs maître d'art. C'est-à-dire que lui restaure tous les objets d'art, les objets d'antiquité, etc. Il est allé bien plus loin que le métier, il l'a érigé en un véritable art. Moi, ma pierre à l'échafaud, je crois qu'ici on l'a un peu ajouté, puisque moi j'ai toujours été passionné par le style. D'ailleurs, c'est très compliqué de travailler auprès d'un maître d'art et en même temps vouloir être créatif, parce que le maître d'art est par définition le gardien de la tradition. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai un ami qui va chez Hermès pour un jeune designer qui rentre chez Hermès, et puis il déplace des codes, puisque c'est son métier. Il va emprunter des cordes de manches sportswear, par exemple, pour le mettre sur un manteau en vigogne ou quelque chose comme ça. Et le chef d'atelier lui dit pendant 1 an et demi, non, c'est pas comme ça qu'on fait une manchette, non, c'est pas comme ça qu'on fait un col, non, c'est pas comme ça qu'on fait. En fait, le chef d'atelier est le gardien de la tradition. Et moi, mon père est le gardien de la tradition. Il travaille comme son père, qui travaille lui-même comme son père, qui travaille comme son père. Donc la pierre à l'échafaud, c'était de travailler sur le style et avoir cet espace pour aller bien plus loin dans le style.